Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Brut de préférence au sein de Volet d'Haleine. Cette semaine, j'accueille Cyril et on va parler d'un thème qui nous a été demandé, ou en tout cas dans lequel on a discuté avec d'autres personnes, à savoir pourquoi utiliser les préférences motrices. Alors la première question peut-être, c'est qu'on pourrait redéfinir ce qu'est une préférence avant de se lancer un petit peu plus loin dans le pourquoi. Alors donc, tu veux savoir ce que c'est qu'une préférence, c'est bien ça? Bah oui, exactement. Ouais. C'est quoi une préférence exactement? Est-ce que tu arrives à le définir? La manière dont on a assez habituellement de venir définir une préférence, c'est de faire un geste aussi simple que de croiser les doigts. Donc là, je croise mes doigts et j'observe que je les croise d'une certaine manière, de manière à ce que mon pouce gauche, il vient se mettre au-dessus de mon pouce droit. Ben, ça, c'est une préférence. C'est un mouvement que je fais sans réfléchir, qui me stresse pas, qui me demande pas beaucoup d'énergie et qui produit un résultat efficace tout de suite. Ça s'appelle une préférence. Et tu me dis que tu as ton pouce gauche. Est-ce que ça veut dire que tu n'as jamais ton pouce droit? Ou est-ce que ça veut dire que tu n'es pas capable de le faire? Oui, je ne l'ai jamais. En revanche, je pense que je suis capable. On peut essayer, c'est-à-dire que je peux faire ça. Simplement, là, il faut que je régule un petit peu plus. C'est-à-dire que j'ai réussi. Une préférence, c'est jamais une obligation. C'est-à-dire qu'on est une espèce suffisamment adaptable pour faire en sorte de pouvoir faire plein de types de mouvements. Mais simplement, si je veux faire quelque chose qui n'est pas écrit déjà dans mon corps, eh bien ça va me demander plus d'énergie, ça va un peu plus me stresser. Je vais plus utiliser la conscience. La vision, c'est un lien direct avec la conscience. Je vais être obligé de regarder, essayer de piloter, parce que c'est pas écrit en moi, de piloter et puis de dire, viens ici. De temps en temps, je vais peut-être faire un petit truc comme ça. Et donc, ça me demandera plus d'énergie pour arriver à un résultat qui est moins bon. Ben, ce n'est pas une préférence. Mais si à un moment donné j'avais besoin, je ne sais pas, je pourrais très bien me blesser un doigt, eh bien il faudrait que je sois capable de m'adapter, donc je ferai un mouvement qui n'est pas une préférence, mais qui n'est pas impossible pour moi. C'est d'ailleurs bien pour ça qu'on l'appelle une préférence. C'était très souvent, au départ, on parlait plutôt de typologie, moi je n'aimais pas du tout ces mots, parce qu'une préférence dit bien que le corps a quelque chose en lui qu'il préfère, donc il y a une option prioritaire. Par exemple, ça lui demande moins d'énergie, il a de meilleures sensations, mais il pourrait faire autrement. Donc une préférence, ce n'est pas une obligation. Ok, et la question que je me pose, c'est que est-ce qu'on a attendu les préférences motrices pour individualiser? Parce que si je regarde ce qui se passait à l'époque, ou en tout cas sur les 50 dernières années, j'ai pas l'impression qu'on a individualisé, pourtant on a eu des bons résultats. Est-ce qu'on a attendu la préférence motrice ou les préférences motrices pour individualiser? Alors, il y a deux manières de répondre un peu à tes questions, parce qu'il y a une tension entre deux choses. Il y a une tension entre l'aspect communautaire, de ce qu'on appelle le modèle unique. Voilà, on a une représentation de la bonne manière de faire. Par exemple, pour envoyer un coup droit au tennis, il faut être dissocié, parce qu'on a l'explication que ça va mettre un chemin de lancement qui sera plus long, et donc on aura plus de puissance. Et donc la plupart des joueurs de tennis vont entendre ça. Il va y avoir un modèle unique qui va être du côté de la dissociation parce qu'on a l'explication qui permet de dire que ce serait efficace. Mais dans les faits, ça ne s'est jamais opéré comme ça. Si tu regardes des sportifs, une des manières de regarder, c'est les gens dont on sait qu'ils ont atteint un bon potentiel par rapport à eux-mêmes, puis ceux dont on est à peu près sûr qu'ils ont atteint un bon potentiel s'appellent les sportifs de haut niveau. Je prends le cas, par exemple, dans l'ex-URSS, il y avait des manières de se préparer à la force. Et puis, il y avait un très bon à la perche qui s'appelait Sergueï Boubka, qui était vraiment le meilleur de très loin. Et puis, il a trouvé que le modèle qu'on lui proposait en URSS ne lui convenait pas. Donc, il s'est mis à personnaliser, c'est-à-dire à faire son propre entraînement. Il dit, ça ne me convient pas ce qu'il me propose, je vais m'entraîner par mon propre moyen. La quasi-totalité, quand on regarde dans le sport du niveau, des fois c'est souvent d'ailleurs c'est fait même avec l'entraîneur, c'est une suite, bien sûr, on met d'abord le modèle dominant parce que c'est ce qu'on a appris, puis après c'est une suite d'essais-erreurs pour trouver ce qui me convient bien. Ça c'est de la préférence dans laquelle je l'ai fait de manière très pragmatique, essais-erreurs pour trouver la chose qui me convenait bien. Donc il y a cette double tension, en même temps qu'on a besoin d'avoir un modèle pour partager, pour se représenter, pour aller vite, et conjointement, il y a beaucoup de pragmatisme, d'essais-erreurs qui fait qu'il n'y a jamais eu 100% des athlètes qui sont allés dans le modèle dominant. Donc, on a toujours, entre guillemets, individualisé les entraînements, ou en tout cas, les sportifs ont choisi des méthodes qui leur convenaient, et en fait, ça semble être ça plutôt la préférence. Une préférence motrice, ils la choisissent. J'essaye d'aller un petit peu plus loin, mais le sportif qui ne rentre pas dans ce modèle qu'on lui propose, il décide d'aller vers quelque chose d'autre parce que ça lui correspond mieux, c'est ça la préférence. Typiquement, puisque la préférence, c'est utiliser ses ressources pour atteindre ses objectifs. Par exemple, il y a une publication qui vient d'apparaître qui montre qu'entre 30 minutes et puis 1h15 d'effort,
eh bien, les coureurs à pied, lambda, hein, de quotidien, ils gardent à peu près la même vitesse. Alors non, on se dirait, c'est pas possible. Si je vais faire 1 heure, je ne vais pas courir à la même vitesse que si je vais faire 30 minutes. Eh bien oui, c'est une publique qui est faite sur 37 000 séances qui ont été analysées, sur 4 500 sportifs, et qui montre qu'un sportif tend à garder les mêmes vitesses. Alors bien sûr, s'il va courir 2 heures, 2 heures et demie, là, il va aller moins vite. On pourrait se dire, mais c'est quoi, c'est un peu bête quand même de faire ça. Ben, les scientifiques qui viennent de démontrer ça montrent que la vitesse qu'ils utilisent, c'est celle qui leur coûte le moins d'énergie. Et donc tous ces sportifs, une bonne partie des sportifs, ont intuitivement trouvé la vitesse qui leur convenait le mieux pour être le plus efficient. Donc intuitivement, ce n'est pas toujours le cas, attention, mais intuitivement, ils ont trouvé leur préférence. Alors justement, c'est pas toujours le cas. Ça veut dire que, alors moi, si je fais un petit peu l'historique de ce que je retrouve sur Instagram ou sur Facebook, je vois tous les coachs et tous les entraîneurs qui disent individualiser leurs entraînements. Venez chez moi car je peux individualiser votre séance. Est-ce que ça veut dire que du coup, ils comprennent complètement ce que la personne veut et ils arrivent à émettre les exercices et puis les consignes qu'ils veulent? Ou d'après toi, il y a certaines personnes qui disent individualiser et qu'en réalité, on n'est pas sur de l'individualisation au sens propre du terme comme nous on l'entend ici? Alors toi, dans ce que tu viens de dire, on a une des définitions des préférences qui s'appelle personnaliser, prendre en compte qui tu es pour venir mettre ce qui te convient le mieux en fonction de tes ressources et puis de ton objectif. Donc pourquoi les préférences aujourd'hui? On pourrait dire pourquoi le personnel aujourd'hui? Parce que nous sommes dans une société de l'individu, de la personne, pour le meilleur et pour le pire. Donc quand une personne accepte de se reconnaître comme n'étant pas tout à fait la même qu'une autre personne, elle n'aime pas qu'on vienne lui proposer les mêmes choses que l'autre. Bien ou pas bien, ça on peut en discuter tant qu'on veut. Donc pourquoi on personnalise, et pourquoi la plupart des professionnels, comme tu le dis, vont évoquer le fait qu'ils personnalisent? Parce qu'il y a une demande. Nous sommes dans une société qui personnalise tout. C'est-à-dire, si vous allez chez le coiffeur et qu'il vous fait exactement la même coupe que tous les autres, ben, en dépit des effets de mode, parce qu'il y a toujours cette tension qu'il y a des modes qui viennent, mais quand même, il y aura des gens qui voudront être coiffés différemment. C'est très connu dans l'histoire des sociétés. Dès qu'on voyait des bijoux personnalisés, dès qu'on voyait des parures personnalisées, on était dans une société de l'individu dominant. Par rapport à d'autres sociétés où tout le monde doit être coiffé de la même manière, tout le monde met le même chapeau, tout le monde met le même costume, qui sont des sociétés plus communautaires. Donc nous sommes dans une société de l'individu, donc les professionnels vont dire qu'ils individualisent, parce que c'est une demande du patient, c'est une demande du client qui se reconnaît comme étant pas équivalent, j'ai pas dit pas égal, mais pas équivalent à un autre. Alors une fois que ça s'est dit, la question qu'on peut se dire, c'est que est-ce que réellement, derrière le discours, il y a de la personnalisation? Et là, en fait, on se rend compte, par exemple, c'était avec une sportive ce matin qui venait nous voir pour des douleurs, elle s'est fait une contracture aux ischio-jambiers. Et en fait, avant que je lui pose la question, elle est en train de travailler, et je peux dire, allez, à 9 chances sur 10 de ne pas me tromper, donc qu'une chance sur 10 de me tromper, quel travail elle fait? Elle fait un travail d'excentrique sur les ischios. Car la totalité des gens, la quasi-totalité des gens qui se blessent aujourd'hui, le schéma dominant, donc cet aspect vraiment communautaire, le truc qu'il faudrait faire, c'est qu'on voit les blessures d'ischio comme le fait que les ischios ils sont trop courts et donc on veut les allonger, et donc le truc dominant c'est de faire de l'excentrique. Il s'avérait que pour nous, dans notre expertise, elle s'est fait un problème d'ischio par une surrotation au moment de l'appui. Donc on a une hanche qui part sur l'intérieur, donc l'ischio n'est plus dans son alignement. Donc c'est une blessure de surrotation qui pour nous n'est pas une blessure liée au fait. Parfois ça arrive qu'il y a des gens qui se blessent les ischios par le fait qu'ils soient trop rétractés, mais elle, c'est pas du tout le cas. Et combien de fois on a vu des cas comme ça? Donc notre enjeu c'est de repérer qu'elle se fait mal aux ischios par une rotation, et donc de venir faire le travail pour faire en sorte que tout reste aligné. C'était une sauteuse en longueur dans le cadre de son impulsion. Et pour nous, elle peut faire, parce qu'on en a vu tellement à l'expérience, elle peut faire du travail excentrique tant qu'elle veut, ça ne changera rien à l'affaire. Donc parfois, il y a un discours qui consiste à dire je personnalise, mais quand on regarde les actes, là, je pourrais le décrire dans 100 exemples, quand on regarde les actes, ben dans 90, 80, 95% des cas, c'est le même travail qui est fait. Ça me fait un peu penser à ces personnalisations de la perte de poids, notamment avec les obèses, en disant venez chez moi, je vais personnaliser les entraînements, je vais pouvoir vous faire perdre du poids, et puis on se rend compte qu'en fait
en fait, on nous donne de l'endurance. Au pire, on nous donne des exercices musculaires classiques dans une salle, et puis basta, ça va pas au-delà de ça. J'ai l'impression que ça ressemble un peu à ce que tu m'expliques, c'est que je viens avec une problématique, et puis tout le monde rentre sur la même solution. Parce que c'est le plus simple, on va se dire, un obèse, c'est quelqu'un qui fait 200 mètres ou 300 mètres a une difficulté, a beaucoup de ventilation, ça part d'un bon principe, c'est par manque de connaissances ou de réflexion sur ce qu'est la biologie. On ne peut aller au-delà de soi-même qu'à partir de nos propres ressources. Donc si je pars d'un manque de quelque chose que je n'ai pas, à un moment donné, je vais avoir des difficultés, je vais avoir des peines. Si avec ces obèses, on démarrait par exemple d'un travail de gainage à la verticale, c'est l'endroit où ils sont le plus forts. Donc ils se sentiraient compétents. Se sentant compétents, au fur et à mesure, on va les amener à marcher, à venir se déplacer, à faire un travail musculaire sur les cuisses. Donc on part de compétences, ils voient qu'ils sont bons pour le faire. Ça donne envie d'aller plus loin. Puis après, c'est des boucles de rétroaction positive qui se mettent à l'œuvre. Mais là, on pourrait le décrire pour tout. Mais au départ, comprenons bien, ce n'est pas du tout une mauvaise intention des coachs ou des professionnels de la santé, c'est qu'on fonctionne toujours à se dire quel est son manque, et donc je vais venir réagir à son manque. Voilà. Et on a déjà vu, parce que là je dis que l'ensemble des coachs que je vois sur Instagram ou sur Facebook proposent la personnalisation, puis ça l'est pas. Après, j'ai déjà vu quand même des choses plus qualitatives, comme par exemple des gens qui individualisent le travail de force ou de la vitesse en fonction d'un profil force-vitesse. Ouais. Est-ce que d'après toi, il y a quand même un certain degré de personnalisation? C'est qu'il y aura un premier niveau, puis un deuxième, puis un troisième au fur et à mesure? Oui, donc le premier niveau, c'est tout le monde a l'intention parce que le marché est là, la demande est là, mais je n'ai pas encore les compétences pour le faire. Donc je déclare que je le fais, mais ma réalité, je le fais peu. Le deuxième niveau, et là il y a plein de modèles qui commencent à arriver, c'est qu'il y a des gens, des techniciens qui ont commencé à développer réellement des compétences pour venir personnaliser, c'est-à-dire pour venir utiliser des moyens qui ne soient pas les mêmes pour atteindre une fin. Donc la courbe, par exemple, force-vitesse, c'est vraiment typique. On va calculer comment vous réagissez quand vous avez un mouvement qui est induit avec des résistances, donc des masses. Puis après, on va calculer comment vous faites pour faire un mouvement dans lequel ça va vite, mais on va vous enlever les masses. Et puis en plein milieu, la rencontre de la masse avec la vitesse, ça s'appelle la puissance, mais se situe la puissance. Donc par exemple, on va se rendre compte sur une analyse force-vitesse qu'il y a des gens qui réagissent très très bien, qui sont très forts, mais ils ne savent pas mettre de vitesse. En général, là, on va leur proposer un travail plutôt léger, basé sur le gain de vitesse. Il y en a d'autres, ils vont être très rapides, mais en fait, dès qu'il y a un petit peu de masse en résistance, ils ne savent pas faire face, et donc on va dire qu'ils manquent de force. Et là, en général, on va leur travailler plutôt de la force. Ça, c'est déjà de la personnalisation, parce que ça veut dire que pour atteindre la puissance, le cœur de la rencontre force-vitesse, certains vont rentrer par la force, d'autres vont rentrer par la vitesse. Donc c'est pour nous déjà une étape supplémentaire. Et je répète, des propositions comme ça viennent d'un peu partout pour la raison qu'on a évoquée. La critique qu'on pourrait amener à ce type d'approche, c'est qu'elles restent encore, pour nous elles font le bon cheminement, mais elles restent encore pour une partie prisonnière d'effets qui ne sont pas du tout rationnels, là, qui sont beaucoup plus psychologiques, beaucoup plus sociologiques, qui est, par exemple, dans ce que j'ai évoqué, le fait qu'on va toujours travailler dans la faiblesse de la personne. Et pourquoi ? Est-ce qu'il y a des démonstrations que c'est en réglant les faiblesses qu'on va venir le plus vite atteindre son objectif ? Pour nous, derrière la personnalisation, on ne doit pas être prisonnier du fait qu'on va aller travailler dans ses forces ou alors aller travailler dans ses faiblesses. C'est une compétence que de savoir sur quelles ressources ou sur quel manque interne je dois venir travailler pour venir l'aligner à mon objectif. Et c'est dans le degré d'efficience de cette compétence que se situe la qualité en fait, de ce qui vous est proposé. Donc en fonction de cette force et de ces faiblesses, vous utilisez des moyens pour personnaliser. Ces moyens, on en entend tout le temps parler, c'est de l'aérien du terrien. Est-ce que c'est le seul moyen qui existe en réalité ? Est-ce que les préférences motrices, c'est de l'aérien du terrien ou c'est autre chose ? Ça s'appelle une caricature. Après, il faut bien être connu par quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les préférences, c'est 25 ans d'histoire, dans lequel il y a toute une forêt, toute une quantité d'actions, de connaissances, de compréhension du corps qui vont nous permettre de venir aligner cet objectif et puis mes ressources.
Mais alors, puisque c'est terrien-aérien qui est apparu en premier, parlons du terrien-aérien. Souvent, les reproches qui sont faits en fait aux préférences, si je l'entends, je la comprends très bien. J'ai entendu pas mal de fois aussi. C'est le fait de dire, ok, très bien, vous différenciez un terrien-aérien, et puis après, what else, hein. C'est ça. Et en général, la deuxième reproche qui nous est donnée, c'est qu'est-ce que j'en fais? Mais dans le qu'est-ce que j'en fais, moi je sais bien ce que vous en faites, c'est-à-dire que vous allez proposer aux aériens de rebondir toute leur vie, puis vous allez proposer aux terriens de s'ancrer, de faire de la flexion toute sa vie. C'est-à-dire qu'on nous fait la reproche un peu opposée au système dominant qui est vous différenciez, puis après démerde-toi, ou alors vous différenciez pour faire travailler les gens dans les forces. Eh bien je reviens à ce que j'ai dit, ça s'appelle une caricature. Nous, on vient comprendre quelles sont les ressources d'extension ou de flexion. Qu'est-ce que ça veut dire qu'être terrien-aérien? Notamment, par exemple, je suis plus fort dans le rebond, plus fort dans la flexion, pour le mettre en lien avec l'objectif de la personne. C'est-à-dire qu'on comprend qu'on n'a pas tous été écrits de la même manière, et ensuite, on va venir utiliser cette écriture pour partir de vous-même et vous emmener vers votre préférence. Tu arrives à nous donner un exemple concret, que ça parle un peu à tout le monde. Alors, terrien-aérien, il y a deux définitions. Il y a celui qui est plus dans le rebond, puis celui qui est plus dans la poussée. Puis il y en a une deuxième. C'est celui qui est plus à l'aise pour s'équilibrer sur l'avant, puis plus à l'aise pour s'équilibrer sur l'arrière. Donc déjà, on va jouer sur ces deux cas par rapport à l'objectif de la personne. Je peux le donner du très concret, parce que hier matin, on était dimanche, je suis allé faire une séance de trail avec un ami trailer, puis on était dans une descente, et puis il me dit, tiens, je suis allé travailler avec un coach, puis le coach m'a expliqué que si je voulais être plus rapide dans la descente, il fallait que je balance mes épaules devant. Alors il me dit, en soi c'est très bien, moi si j'essaie de faire ça, j'y arrive pas, je dois garder mes épaules derrière. Et donc il me dit, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Donc la réponse, je lui montre concrètement, je lui dis, regarde, je vais mettre mes épaules devant, on était dans une descente à peu près à 10%, je lui dis, si j'arrive à mettre mes épaules devant, tu vois que je suis plus performant que toi, donc je mets mes épaules devant, moi c'est quelque chose que j'arrive très facilement, parce que je suis aérien, donc j'y arrive très facilement à faire, la pesanteur joue avec moi, je me mets à accélérer, tant que je ne me suis pas mangé le caillou qui était là, donc j'étais capable de résister, donc j'étais proprioceptif, donc équilibré sur l'avant, eh bien je suis bon. Comme il s'avère que mon corps a été écrit comme ça, eh bien je suis meilleur que lui dans cette pente dans laquelle je garde mon poids sur l'avant. Donc la consigne en soi n'était pas fausse. En soi, c'était pas fausse, juste c'était inaccessible actuellement pour lui. Ça veut dire que si son objectif c'est d'être plus rapide dans une pente à 10%, eh bien, il va venir ici et puis on va travailler la proprioception aérienne. Donc on va mettre un tapis, on va habituer à engager le mouvement par les épaules, on va l'habituer, ça paraît bizarre, mais à tomber sur l'avant, puis à venir se préserver. Au cœur des préférences, il y a toujours le système de préservation, le système de survie. Donc on va lui donner la compétence pour être un petit peu plus sur l'avant. Mais conjointement, on va aussi élargir son objectif. Je vais lui montrer, par exemple, qu'à partir de 15 degrés, vous savez, souvent les coureurs ils vont vous dire « moi je suis bon en descente, je ne suis pas bon en descente ». En fait, ça demande toujours à être précisé ce qu'est la nature de l'objectif. Parce qu'à peine plus loin, on avait une descente comme ça, et cette descente m'obligeait, tout aérien que j'étais, à venir mettre mes épaules derrière. Comme je suis plus fort en schéma aérien, je suis plus faible en schéma terrien. Toute force cache une faiblesse. En fait, on ne peut pas être un génie de partout. Et donc, quand on était dans une descente plus raide qui imposait de venir ralentir, donc de mettre le poids derrière, lui, il était très bon. Et donc, on reprécise la définition de l'objectif. Ok, tu n'es pas bon en descente, mais que dans des types de descente assez roulantes à 10%. À 15%, tu es bon. Ça s'inverse, c'est moi qui ne suis pas bon à 15%. Voilà, donc si je considère que c'est vraiment une faiblesse, parce qu'il s'avère qu'à l'issue de 5 km de descente entre elles, je suis moins bon que les autres, on va aller travailler, et on va aller travailler dans ta faiblesse. Parce que c'est ta demande là, mais je t'identifie aussi que tu as une force, et qui est pas très loin de l'endroit où tu dis que tu n'es pas bon. Ça s'appelle encore une descente, mais ce n'est pas le même type de descente. Et en fait, c'est ça la compétence. Donc, dans le terrien aérien, là, on va aller faire un travail qui, pour moi, si je veux travailler dans mes faiblesses, va être un travail plutôt de proprioception arrière, et puis pour lui, va être un travail de proprioception avant. Mais comme moi, je considère, par exemple, qu'en trail, mon niveau de faiblesse en proprioception arrière ne m'amène pas à perdre beaucoup, et je gagne beaucoup en étant sur l'avant, ce n'est pas un enjeu dans ce que j'ai à travailler pour moi. Dans la hiérarchie, derrière les préférences, parce qu'il y a une certaine complexité d'analyse, il y a une hiérarchie pour agir simple. Et après, on se met d'accord avec le sportif, on considère que ta proprioception aérienne n'est pas assez bonne, qu'on doit venir la travailler. Mais on pourrait tout à fait dire
que finalement, est-ce que c'est vraiment un problème? Est-ce qu'on n'a pas intérêt, par exemple, à mettre en premier la capacité encore plus forte que tu as à pousser dans les montées? Et ça, c'est une analyse de l'environnement. Ça fait partie de la compétence. Ok. Et parce que tu l'as dit toi-même, et on l'entend très souvent, c'est que de l'aérien-terrien. Puis très souvent, c'est de l'aérien, je fais du rebond, le terrien, je fais de la flexion. Est-ce qu'il y a d'autres paramètres qui viennent justement s'ajouter à ça? Parce que je doute qu'après 25 ans de recherche, il n'y ait pas que de l'aérien et du terrien, il y a d'autres paramètres qui viennent en compte. Le terrien aérien, c'est toujours l'angoisse du technicien. C'est-à-dire qu'en même temps, on dit merci terrien et aérien, parce que c'est les mots qui ont été retenus. Merci les préférences, quand tu as enlevé typologie pour mettre en avant préférence, parce que c'est les mots qui ont été retenus, donc au moins on existe. On existe à travers ces mots, et il y a une vraie compétence très importante derrière ces mots. Mais en même temps, on a envie de dire, écoutez, le monde entier n'est pas terrien aérien. Il y a plein d'autres arbres dans cette vie, la courbe force-puissance fait partie des autres arbres. Pourquoi on ne dit pas seulement personnalisé, personal trainer, ça existait bien avant les préférences? Pourquoi on a pris préférence? Parce qu'il y a tout un pôle, il y a un immense pôle de compétences, de connaissances, de compréhension du corps qui jusque-là n'était pas là. Par exemple, on identifie le fait, sur nos fameux exemples avec le tennisman, on identifie le fait que le fonctionnement plutôt dissocié, j'ai mes épaules qui sont indépendantes de mon bassin, va correspondre à 50% de la population, mais 50 autres % a besoin de tout bouger en même temps. C'est ce qu'on appelle les gens qui sont plutôt associés, plutôt dissociés. Il y a des gens qui ont besoin plutôt d'avoir de la largeur, des gens qui ont plutôt besoin d'être proches de leur corps. Il y a des gens, quand ils vont shooter dans l'axe, d'autres vont préférer se désaxer. Il y a des gens qui vont préférer regarder des choses précises, d'autres qui ont besoin d'une vue plutôt globale. Et dès comme ça, je pourrais t'en décliner pendant quelques heures. Et donc tout ça, c'est des préférences. Et donc c'est un système complexe dans lequel ça fait toujours appel à des ressources des personnes. Et nous, on essaie de mettre les meilleures ressources de la personne en face de l'objectif qu'elle se donne. On ne veut pas classer les gens terriens et aériens, on s'en fout. On classe les gens terriens et aériens seulement pour faire en sorte de leur expliquer pourquoi il nous semble plus intéressant de jouer sur telle ressource de leur corps, que telle autre. C'est toujours une mise en relation de l'intelligence d'un corps avec l'intelligence de l'objectif que je me donne dans ma vie. Et donc, les préférences, les connaissances, elles sont derrière l'objectif du sportif, qu'il soit un objectif de soin ou qu'il soit un objectif de performance. Comme on a fait avec le trailer, est-ce que tu arrives à donner un exemple? Parce que là, il y a beaucoup de choses. On se rend bien compte qu'après 25 ans, c'est complexe en fait la connaissance qu'il y a derrière. Est-ce qu'on pourrait la synthétiser autour d'un exemple ultra concret? Alors des exemples concrets, on peut en donner 1000 parce qu'on en traduit tellement au quotidien ici au labo, puis avec les gens qui sont formés. Mais reprenons l'exemple du tennis. Alors on a un tennisman de bon niveau qui vient ici une fois par semaine pour se préparer. Il a son préparateur physique le reste du temps parce que ça lui pose un petit peu de... Il a 1 heure pour arriver jusqu'au labo. Et il est venu nous voir au départ pour une chose qui était très simple. Je ne suis pas reproductible en coup droit. Mon coup droit, c'est mon arme. Alors c'est un gaucher, hein, donc mon coup droit, c'est mon arme fatale. Mais en même temps, l'arme fatale, j'ai plus confiance en elle. Très régulièrement, je perds ce coup droit. Donc ce qui peut faire le plus mal à mon adversaire, c'est aussi ce qui peut me faire le plus mal à moi. Donc on essaie de comprendre pourquoi il en est ainsi. On repère que quand il se prépare en coup droit, en particulier quand la balle est proche de lui, il vient mettre sa hanche, il vient se préparer pour mettre son coup droit, et on voit que la hanche devient instable, on voit une accélération de la tête comme ça, et puis on identifie que son pied part sur l'extérieur. On regarde sa préférence, on voit que c'est quelqu'un qui a une préférence terrienne. Préférence terrienne, en général, il va être stable en faisant de la flexion. Je me prépare derrière en flexion, puis j'agis devant en poussée. Et là, on voit que quand il met sa flexion, ça devient incohérent. Une partie de son corps, qui est le centre, se met bien en flexion. L'autre partie, qui est son cou, se met en extension. Et son pied, qui est normalement supposé rester bien au sol, par exemple dans les préférences, il y a un lien direct pour nous entre flexion et pronation, c'est-à-dire on ne peut pas rester en flexion si l'intérieur du pied ne reste pas ancré en sol, eh bien on voit que son pied il part sur l'extérieur. Donc ça c'est l'observation. On observe ce qui se passe. Donc c'est vraiment une analyse comme le font tous les techniciens sur le terrain. Il nous semble que le fait que tu ne sois pas fort en coup droit est lié au fait que tu es incohérent et donc pas stable, perte d'équilibre dans ta préparation au coup droit. Derrière, on identifie les qualités.
On va se dire, est-ce que c'est parce que j'ai un manque de gainage, j'ai un manque de capacité d'ancrage, un manque de fessier? On regarde tout ça super fort. Donc, c'est pas qu'il n'a pas les qualités terriennes, il les a déjà, ces qualités terriennes. En revanche, on identifie qu'au niveau de son cou, au niveau de sa tête, dès qu'il y a un petit déséquilibre ici, c'est comme si on enclenchait un super accélérateur, c'est lié à des réflexes, qui l'emmène en arrière. Donc ça ne nous intéresse pas trop, parce que ça joue contre nous par rapport à son objectif. Donc on induit une partie du travail, qui peut être dit d'une certaine faiblesse, que son cou est trop réactif, donc on fait beaucoup de travail sur des déplacements, sur de la mobilité, pour venir jouer sur le fait que ce cou reste relativement stable, même quand j'opère un déplacement de mon centre de masse sur l'arrière. On regarde ce qui se passe au niveau de sa cheville, on voit que c'est quelqu'un qui est laxe, ça on ne peut pas le changer, donc il a une grande capacité de mouvement avec sa cheville, qui dans certaines circonstances pourrait être positive, mais là, l'empêche de trouver sa stabilité. On induit donc tout un travail qu'on appelle de gainage de pied. Et donc si je reprends une séance type de 2 heures pour lui, 50% du temps, on va venir jouer dans ses forces, qui sont déjà bonnes, mais c'est notre fil rouge, on veut les garder, parce qu'on en a besoin pour avoir sa stabilité. 25%, on va jouer sur une faiblesse au niveau de son pied en faisant du gainage, du travail de pied pour garder la pronation, parce que c'est lié à son besoin. On ne ferait pas ça avec un aérien, lié au fait qu'il est terrien, qu'il est en flexion. Puis 25 autres pourcents, on va le travailler sur quelque chose qui joue contre nous. Parfois, ce truc-là, si on avait besoin vraiment de rebond, on pourrait le garder. Mais là, on a considéré que par rapport à sa difficulté, à son objectif, c'était négatif. Donc, ce n'est pas positif ou négatif en soi, c'est négatif pour Laurent dans le cadre de la stabilisation de son cou droit. Donc la stabilisation de son cou droit, c'est la stabilisation de son équilibre qui va avec 50% du travail du centre et 25% du travail des extrémités dans le côté opposé à ce qu'ils font et 50% d'un travail qui correspond à ses forces. Voilà, ça c'est un effet simple, quotidien de ce que c'est que travailler dans les préférences pour répondre à l'objectif du sportif, que ce soit un objectif performance. Je l'ai donné dans le cas des ischios par exemple, c'est exactement la même chose dans le cas d'un objectif de soin. Ok, donc je sais que vous commencez souvent toutes vos formations par un fameux triangle des préférences avec le passé, le présent et puis l'avenir. C'est exactement en fait ça que tu as traduit. C'est que le passé, c'est d'où il vient, c'est sa préférence, donc c'est là où il est fort, ce serait ses forces. C'est ça. L'instant T, donc si elles se sont réalisées dans le monde. Il y a parfois, tout le monde ne trouve pas sa préférence initialement. Et là, c'est l'endroit où on adore parce que ça va super vite. Mais donc, si je le reprends plutôt pour ce tennisman, donc en coup droit, donc lui, il est en terrien. Puis l'instant T, l'instant présent, c'est il présente une supination du pied et puis un coup un petit peu raide. Et son objectif, je le mets au regard de son objectif, c'est avoir ce coup droit performant et qui peut se reproduire. Ouais. Et donc vous travaillez tout le temps comme ça. C'est ce qui permet réellement d'individualiser avec tout ce qu'il y a en plus. Évidemment, là tu as parlé de réflexes. Je présume que ces réflexes viennent... Il y a un panel de... Mais il est évident que l'objectif des préférences, c'est pas dire t'es aérien, c'est bien. C'est surtout pas ça. Nous sommes des animaux. C'est-à-dire nous sommes des personnes qui sommes bien sûr capables de nous transformer. C'est pour ça qu'une préférence n'est pas une obligation. Mais nous sommes aussi, puisque nous sommes des animaux, des gens qui transformons le monde. Donc il n'y a pas qu'une manière de faire un coup droit. Et donc nous, on veut pouvoir faire en sorte que sur la base de ce qui était fait traditionnellement, l'analyse de ton environnement, si tu as peur du froid et que tu décides d'aller en haut du Mont Blanc, tu veux faire ce que tu veux, à un moment donné, il va falloir que tu apprennes à t'habituer au froid ou alors que tu te couvres. Donc voilà, c'est la partie, d'une manière ou d'une autre, il faut que tu t'adaptes. Mais tu ne le fais pas à partir de rien, tu le fais à partir d'un corps qui a ses compétences et qui, lui, va transformer la manière de faire les mouvements. Donc c'est toujours un aller-retour, ce qu'on appelle alignement, intention. C'est quoi ton intention dans la vie? Où c'est que tu veux aller? C'est quoi la douleur que tu veux enlever? Et action. C'est quoi les compétences, c'est quoi les ressources de ton corps, et on les aligne le mieux possible. Ok, bien. D'habitude, on termine nos capsules par un conseil. Est-ce que tu aurais un conseil lié à la personnalisation avec les préférences motrices? Alors, je pourrais le donner dans deux directions, ce conseil, lié à ce qu'on a dit. Finalement, c'est comme si on avait décliné 3 niveaux de personnalisation, puis on a dit, là où l'intention va dans le bon sens, mais pour le moment, il n'y a pas les compétences encore chez des personnes, c'est d'avoir un discours et puis d'utiliser toujours la meilleure manière. Si vous voulez pouvoir le différencier, un technicien, savoir s'il va personnaliser ou pas, vous lui dites que s'il cherche à vous faire atteindre un objectif,
puis qui vous dit je vais utiliser tel moyen, demandez-lui quel autre moyen il est capable d'utiliser pour atteindre ses objectifs. Ça peut être sur un objectif de soin, puisque tu t'es fait un tenseur du fascia lata, on va faire un travail comme c'est habituellement fait, par exemple de flexion et puis de rotation externe. Si la personne est capable de personnaliser, elle doit être capable de vous donner un autre protocole pour savoir quel va être le meilleur, pour pouvoir choisir quel va être le meilleur pour vous. Donc première direction, interroger le professionnel pour être sûr que c'est quelqu'un qui a plusieurs moyens à disposition. Et normalement, s'il les a, il peut vous les dire tout de suite. Et il va vous dire pourquoi, pour vous, il choisit celui-là plutôt qu'un autre. Après, une deuxième direction qui serait une direction plus personnelle. La première, c'est prendre en compte ses sensations. Parce que l'émotion, c'est la rencontre entre votre schéma de survie et puis ce que vous voulez en faire dans la vie. Ça vous met en direction de. Prenez en compte vos sensations. Regardez le concret dans l'exercice que vous faites. Au fur et à mesure, vous y arrivez. Normalement, il n'y a pas besoin d'attendre 2 ans pour réussir à faire quelque chose. Si c'est ça, ça veut dire que je ne suis pas dans une préférence. Ça veut dire que j'essaie d'aller beaucoup trop loin de moi. Donc, c'est les éléments concrets. Et le troisième, c'est le sens. À un moment donné, si vraiment vous êtes dans quelque chose qui est correct, vous devez en avoir l'explication. Ça doit avoir du sens pour vous et ça va permettre de relier. Le sens, ça veut vraiment tout dire. Ça va la direction que vous vous donnez, les exercices concrets que vous avez et les émotions que vous mettez en place en face. Cyril, merci beaucoup. Merci.